Et maintenant, on passe à Maïté Bellemire. Bonjour Maïté, donc journaliste, chroniqueuse, recherchiste, habituée de l'effet durable. On parle de quelque chose de peut-être clivant un petit peu ici aujourd'hui en avec tout cas dans ma vie, oui. sur la FIFA. Exactement, je vais vous parler de la Coupe du Monde de soccer qui se tient en ce moment, qui est absolument pas quelque chose dont je suis une adepte. Okay. Je fuis même ces événements, mais écoute, j'étais à Toronto en fin de semaine, pas pour ça, donc j'ai pu un peu prendre le pouls de cette compétition mondiale qui se tient au Canada, à Vancouver et Toronto. Et en fait, Montréal ne fait pas partie des villes hôtesses pour plusieurs raisons, et je vais commencer par parler de ça. Donc en fait, Montréal s'était portée candidate initialement. Donc ça, c'est des négos qui datent parce qu'on parle de 2017-2018. Ah oui, ça se prépare longtemps d'avance. C'est bon, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ouais. Et en fait, il s'avère qu'on fait des projections, des estimations de coûts, et surtout, on répond au cahier des charges très sévère, très exigeant de la FIFA. Finalement, en 2021, Montréal se retire suite au retrait de l'aide financière de la province qui dit non, nous, c'est trop de budget, on se retire. Et donc, Montréal a dit, si Québec se retire, nous aussi, on arrête. À cette époque, on parlait d'une facture de 50 millions qui était passée déjà à 100 millions de dollars. Wow, OK. Bref. Un gros budget. Ouais. Donc, il était question d'investir. Alors, les stades existent pour cette Coupe du Monde. Montréal, il y avait forcément des investissements en termes de rénovation pour répondre aux critères, aux exigences, notamment on pense au parc olympique qui a besoin de... Voilà. Un petit peu d'amour. C'est ça. Et aussi, il y a une clause très intéressante, je pense qu'il y a beaucoup pesé dans la balance, dont on a moins parlé, c'est la clause blackout de la FIFA qui interdit en fait aux villes hôtesses d'avoir des événements concurrents. Et d'avoir des événements concurrents qui ont des commandites du même niveau. Oui. Donc ça aurait pu compromettre en fait la F1, le Franco, le jazz, bon bref. Évidemment, c'était pas... C'est assez strict, hein? Ouais. Alors ils ne demandent pas d'annuler, mais en même temps, on peut pas avoir un événement de cette ampleur-là en même temps que la FIFA. OK. Donc c'est certain qu'on n'allait pas se priver de ces événements-là à Montréal, mais ça n'a jamais été clairement communiqué par la ville de cette manière-là, mais c'était... voilà. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, donc, que Montréal se soit retiré, notamment pour ce que tu nommes en termes des Franco, du jazz, des événements de qualité culturelle. Là, exactement. Moi, je suis pas mécontente. Je t'avoue que ça se soit pas fait. Je préfère aller voir des festivals. Bon, la F1, perso, j'y tiens pas plus que ça, mais bon. Puis, c'est surtout des coûts, c'est pharaonique. Là, Vancouver, les estimations... cumulé, donc ça inclut la sécurité, les infrastructures, ça se rapprocherait de 700 millions de dollars. Puis on parle de 7 matchs. C'est beaucoup d'argent. Ça fait cher du match. Ouais. Donc c'est sûr que aujourd'hui, la décision du retrait de Montréal comme candidate de ville hôtesse s'est fait sous l'ancienne administration. Oui. Donc c'était à l'époque de Valérie Plante. Puis en fait, Soraya Martinez-Ferrada, elle est vraiment déçue que Montréal ne soit pas une ville hôtesse. Okay. J'ai trouvé un extrait d'une discussion dans le balado qui s'appelle Sans limite de Hugo Girard. Ça date d'avril. Donc c'est vraiment très récent. Puis je la cite. C'est clair qu'on est passé à côté. Quand j'ai su que Montréal avait décliné, ça m'a brisé le cœur. Quand on voit ça en termes d'investissement, c'est facile de dire non. Mais quand tu vois l'investissement puis l'impact que ça peut avoir sur une ville, c'est là que je me dis qu'on passe à côté. Oui, peut-être, mais quand j'entends les chiffres, moi je veux dire avec les enjeux qu'on a aujourd'hui en termes d'autres infrastructures à rénover ou à entretenir dans la ville qui sont essentielles. On va peut-être penser aux hôpitaux, aux écoles d'abord. C'est ça, des centaines de millions de dollars pour l'accueil de supporters, même s'il y a des retombées économiques. Voilà, moi et donc en fait, on parle beaucoup de ce coût financier, mais pas de ce coût environnemental. Mais oui, moi aussi, je suis surprise de ne pas voir ça. On dit en plus qu'il s'agirait de la Coupe du monde de soccer la plus polluante de l'histoire. C'est pas rien. Pourquoi exactement. Donc? Cette Coupe du monde de FIFA est une catastrophe environnementale, si je peux me permettre. Elle pourrait, d'après les estimations, émettre 2 fois plus de GES que la dernière Coupe du monde qui s'est passée au Qatar.
Alors, comment ça se fait? D'abord, il y a plus de pays. On parle de 48 nations versus 32 pour il y a 4 ans. Donc, on a beaucoup plus d'équipes qui se déplacent. Le Qatar, il faut y aller, mais une fois qu'on est là-bas, c'est petit. Okay. Ici, on est au Canada, États-Unis, Mexique. On a des villes, des équipes et des partisans qui font 4 000, 5 000, 6 000 kilomètres d'avion d'un match à l'autre. Et en fait, c'est vraiment là que tout explose. On estime à 9 millions de tonnes de CO2 qui pourraient être émises avec le déplacement des partisans pour aller suivre les matchs. Et les équipes aussi, là, forcément. Donc voilà. Et donc, oui, c'est vraiment... on parle de 16 villes hôtesses. On était vraiment à moins. J'ai le chiffre plus bas, je vous le dirai après. 16 contre 5 au Qatar. Oui. Okay. Puis on parle de 104 matchs contre 64. Tout est presque double. Ben oui. Donc, évidemment qu'on a beaucoup plus de GES. Et donc, en fait, en plus de... Alors ça, c'est des estimations. On pourra faire le bilan après. Ouais. Mais c'est sûr que... on peut déjà affirmer qu'on a doublé par rapport... au Qatar. Dedans, il y a des estimations qui ne sont pas forcément prises en compte, comme les déplacements en voiture, qui sont faits avec des voitures peut-être plus volumineux que dans d'autres régions du monde, parce qu'on est en Amérique du Nord. Et puis, on a encore des... je ne sais pas si c'est trop loin, et on a un peu des commanditaires aussi questionnables. Pardon. Voilà. Oui, donc dans le fond, ce que je comprends, c'est que la FIFA, elle, contrairement à plusieurs événements internationaux, n'a pas vraiment cherché à réduire ses GES. Il n'y a aucune loi, aucune réglementation qui vient régir ça non plus. En fait, la FIFA, elle a publié un plan stratégique qui vise, donc ça a été publié, ça a été présenté à la COP26 de Glasgow en 2021. Puis l'idée, c'était d'ici 2030 de diviser par 2 les émissions de GES de la Coupe du Monde. Oui. 2030, c'est bientôt. Oui. Mais là, on est censé diviser par 2, mais elle a doublé, en fait, par rapport à la dernière. Donc, je ne sais pas trop comment ils gèrent leur stratégie. Et à plus long terme, en 2040, on voudrait atteindre la neutralité carbone. Ça implique aussi d'avoir des compensations de GES qui soient faites par la FIFA pour les parties qui ne peuvent pas être réduites. Ça, pareil, il semblerait que le budget qui soit alloué à cette compensation ne l'est pas vraiment, puis qu'elle est vraiment minime. Donc, bref, en fait, il y a comme il y a une stratégie qui a été rédigée, qui a été présentée à une COP. Puis là, en fait, on fait rien pour. Oui. C'est assez surprenant parce qu'effectivement, ils sont conscients de l'impact environnemental. Puis ça a l'air qu'ils se sont fixés des objectifs. Mais voilà. Donc là, avant on parle d'engagement qui était présenté il y a 5 ans et d'objectifs à atteindre d'ici 4 ans. Puis en fait, on n'a aucune... Là, concrètement, action qui est menée. Et puis il y a aussi une différence avec le Qatar, c'est qu'on avait des pôles d'émissions de GES qui varient vraiment d'une compétition à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on a des compétitions où il faut construire beaucoup d'infrastructures, ce qui n'était pas le cas pour cette Coupe du Monde. On a plutôt rénové, mais on a beaucoup plus de déplacements. Donc au final, c'est pas mieux. Non, c'est ça. Voilà, et donc la typologie des véhicules, je vous en ai déjà parlé. Oui. Donc en fait, on peut simplement se poser la question de la bonne foi de la FIFA, parce que de toute évidence, il n'y a aucune initiative qui est comme vraiment mise en place pour atteindre ces objectifs-là. Et on continue de librement organiser des événements aussi polluants que ceux-là, malgré des ambitions et des objectifs présentés dans des COP. Donc voilà, donc ça ne m'aide pas à avoir moins de scepticisme par rapport à cette compétition. Ceci dit,
On est quand même content d'avoir plus d'équipes pour Haïti et Curaçao, par exemple. Oui. On va pas enlever ça. Ouais. Et puis, par rapport à la ville de Montréal, on peut se poser la question, si Montréal avait fait partie de l'itinéraire des matchs et avait été une ville hôtesse, est-ce qu'on aurait encore plus augmenté ces GES? Parce qu'on aurait rajouté encore, parce qu'on s'entend qu'entre Vancouver et Montréal, c'est la même distance qu'entre, je pense, presque Paris et Montréal, à peu près, là. Donc, c'est vraiment des très, très, très longues distances. Oui. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien d'un point de vue de l'émission des gaz à effet de serre de cette compétition, mais aussi, on est très content de pouvoir profiter des festivals. Oui, surtout. Et donc, juste cette semaine à Montréal, j'ai fait la liste. Vous avez le festival Electra, Montréal Baroque, Minifest, le festival de musique de chambre, il y a Pique-Nique électronique qui a commencé, le festival Fringe et évidemment les Franco. Donc en fait, on vous invite à ne pas être déçus que Montréal ne soit pas une ville hôtesse et aller profiter des festivals en fait qui peuvent avoir lieu comme on aime qu'ils aient lieu au mois de juin parce qu'on attend ça à travers la ville de Montréal. Absolument d'accord avec toi, Maïté. Puis c'est sûr que on pourrait se pencher, tu le disais, il faut penser aux équipes que ça permet d'ajouter, le format de cette année pour la FIFA. C'est sûr qu'il y a des aspects positif à travers tout ça. On peut penser aux villes hautes qui ont pu investir de l'argent dans de la rénovation d'infrastructures. On peut pencher de ce côté-là, mais en même temps, le poids environnemental est tellement grand que c'est difficile, je trouve, d'y trouver... c'est ça, l'espèce de contrebalance positive. Aussi, quand on lit un peu les experts qui regardent, les retombées économiques sont calculées par la FIFA. Ah oui. Donc c'est eux qui vous disent en gros, nous on a compté que ça va vous ramener autant. Ouais. En vrai, tout est gonflé. Sur quoi se base, Tout est gonflé par la FIFA. Ben oui. Et tout est minimisé quand on parle d'impact environnemental. Donc en fait, non, ça marche pas. Non, finalement, il n'y a pas grand-chose de positif, malheureusement, là-dedans, à part le fait qu'il y a plus de représentativité d'équipe. Oui. Puis encore là, il y a peut-être d'autres moyens de faire, mais bon, je vous ramènerai peut-être au livre d'Éco-Société, Le revers de la médaille, qui en dit long sur ce genre d'événements sportifs. Puis là, c'est des nouvelles données qui n'étaient pas à la portée de l'auteur, évidemment, là, Laurent Castagnède, concernant ça, parce que c'est tellement gros. Ouais, c'est ça. Là, ce sont pour l'instant des estimations. Oui. C'est sûr qu'il y aura un bilan qui sera fait, puis on pourra en parler plus précisément après la compétition. Après coup, mais à suivre. Donc, merci Maïté, c'était vraiment super intéressant. Avec plaisir. Comme chronique. Mais vous avez le droit de regarder les matchs quand même. Ben oui. C'est pas une interdiction. Mais allez profiter quand même de la vitalité culturelle de notre ville, s'il vous plaît. Donc, je te souhaite un super bel été, Maïté. Merci. On se retrouve à l'automne, j'espère. Avec plaisir.